Je vais vous présenter des exemples de prédateurs envahissants, notamment dans les écosystèmes insulaires, donc dans les îles. Il existe toutes sortes de prédateurs, des prédateurs vertébrés et des prédateurs invertébrés, mais aujourd'hui je vais me consacrer à expliquer des exemples de prédateurs vertébrés dans les îles. Pour ce qu'on appelle le phénomène d'invasion, pour qu'une invasion soit réussie, en fait, il faut d'abord que les milieux d'accueil aient des caractéristiques particulières pour la réussite de ce phénomène d'invasion. En fait, on parle, nous, de critères d'invasibilité. Donc souvent dans les îles, on a des écosystèmes qui sont très simplifiés. Il y a une faible diversité d'espèces, donc c'est-à-dire pas beaucoup de nombre d'espèces. Il y a souvent des absences de prédateurs, et c'est pour ça qu'on va voir ensuite que l'introduction des prédateurs dans les îles ont des impacts vraiment très très importants au niveau de la perte ensuite de biodiversité et des différents impacts sur les fonctions écosystémiques. Il y a aussi ce qu'on appelle des niches écologiques vacantes, c'est-à-dire qu'il y a de la place. En fait, il y a de la place pour que les nouveaux arrivants arrivent, s'insèrent dans les réseaux trophiques et s'insèrent dans les interactions écologiques. Et il y a aussi ce qu'on appelle une absence d'équivalent écologique, c'est-à-dire qu'en écologie, on a une notion qui est assez importante de redondance écologique. Si une espèce disparaît des réseaux d'interaction, c'est pas très grave parce qu'il y a globalement son équivalent écologique qui va pouvoir prendre entre guillemets un peu sa place. Mais dans des réseaux comme ça très simplifiés dans les écosystèmes insulaires, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas ce phénomène de redondance. Et si une espèce disparaît, il va pas y avoir d'espèce qui va pouvoir prendre la place ou faire fonction par rapport à l'espèce qui a disparu. Et donc finalement, on a des réseaux trophiques qui sont simplifiés, et quand une espèce introduite va arriver dans ces réseaux et va s'insérer dans ces réseaux, il va y avoir des conséquences écologiques assez importantes. Il faut aussi que l'espèce qui arrive ait des attributs, nous on appelle ça des traits biologiques ou des traits écologiques, qui soient favorables à cette invasion. Ces espèces de super envahisseurs, ils ont en général une forte dynamique démographique, ils se reproduisent très très rapidement. Ils ont aussi des capacités de dispersion élevées pour pouvoir du coup envahir tout le milieu. Et ils ont également une diversité génétique ou une plasticité phénotypique qui va leur permettre de s'adapter à différentes conditions écologiques. Effectivement, ils ont aussi des attributs écologiques, ces espèces-là, qui vont leur faciliter cette invasion. C'est souvent des espèces très généralistes, c'est-à-dire que elles vont pouvoir avoir un large spectre de proies à consommer, si c'est pour des prédateurs par exemple. Elles vont aussi pouvoir supporter des conditions climatiques assez larges, donc avec une forte variabilité de température, de précipitations ou éventuellement de salinité si c'est des espèces marines. Elles ont également une grande capacité à exploiter les ressources. Ce sont en général de très bons compétiteurs vis-à-vis des autres espèces, ou alors elles vont avoir des traits pour la prédation qui vont faire des super prédateurs. Donc nous avons vu qu'il y avait des critères d'invasibilité du milieu qui rendent le milieu favorable aux introductions d'espèces envahissantes. Il y a aussi des traits biologiques particuliers aux espèces exotiques envahissantes qui en font des bons finalement envahisseurs, mais il y a aussi des traits particuliers aux espèces natives insulaires qui vont être particulièrement vulnérables à l'arrivée de nouvelles espèces et notamment à l'arrivée de prédateurs. En effet, ces espèces natives insulaires vont avoir des caractéristiques, pareil, des traits biologiques et des traits écologiques, mais qui vont les rendre vulnérables à la prédation. Une étude récente qui a étudié plus de 6000 espèces natives insulaires a démontré, en listant ces différents traits biologiques et écologiques, qu'effectivement ces espèces natives insulaires étaient également plus vulnérables en termes de traits, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un habitat souvent plus spécialisé. Elles vont avoir une masse corporelle un peu plus importante qui va éventuellement empêcher ces comportements de fuite ou de défense d'être vraiment opérationnels. Elles vont avoir un régime alimentaire qui va être plus restreint et donc moins large, et donc si leur habitat disparaît ou s'il y a une perturbation, elles vont être plus vulnérables et d'autant plus à la prédation si un prédateur introduit est arrivé. Elles vont avoir également des modes de reproduction
soit plus lents. On va appeler ça des espèces longévives, c'est-à-dire qu'elles misent plutôt sur la survie des adultes plutôt que sur les premiers stades de vie. Et en plus, ces premiers stades de vie, ils vont pouvoir être facilement consommés par les prédateurs, si c'est des œufs, si c'est des larves, etc. Et enfin, elles ont une période d'activité qui peut être un peu plus spécifique, soit au début de la journée, soit en milieu de nuit. Et si jamais ça correspond au comportement aussi de déplacement et de chasse du prédateur, elles vont être ainsi plus vulnérables à cette prédation. Je vais vous présenter maintenant un exemple vraiment emblématique de ces introductions de prédateurs vertébrés dans les îles, qui est l'introduction du serpent de l'île de Guam. En fait, c'est un serpent brun arboricole qui a été introduit à la fin du 19e siècle sur l'île de Guam par erreur, par accident, par des bateaux qui arrivaient sur cette île-là. Et lui seul, cette seule espèce exotique envahissante, a été responsable en moins de 50 ans de l'extinction de 12 espèces d'oiseaux endémiques, de 2 espèces de chauves-souris, elles aussi endémiques, et également 6 espèces de lézards. Et finalement, au-delà déjà de ce bilan qui est assez lourd et catastrophique de perte de biodiversité, donc de perte d'espèces, on perd aussi également toutes les fonctions écologiques associées à ces espèces, comme la pollinisation, la dispersion de graines ou simplement de nourriture pour les autres espèces natives de l'île. Je vais vous parler maintenant d'un des exemples les plus connus au niveau des îles Galapagos et sur lesquelles il y a eu des introductions multiples. Pourquoi c'est important de parler d'introductions multiples dans ces îles qui sont isolées biologiquement et géographiquement? Parce que les espèces natives de ces îles ont donc évolué sans prédateurs naturels et elles ont donc développer des comportements, on l'a dit précédemment, d'absence de fuite ou de défense vis-à-vis des prédateurs. Et ces îles-là sont le siège de différentes phases de colonisation du fait des explorateurs humains qui sont venus, mais il y a eu aussi une phase d'installation de colons humains qui a fait qu'il y avait plusieurs phases d'introduction dans les espèces introduites. Et donc la première phase d'introduction par les explorateurs, les colons ou les baleiniers, qui sont venus avec des bateaux et des navires, ont été notamment les rongeurs. Et quand il y a eu cette phase vraiment d'installation des premiers colons humains qui sont venus exploiter ces îles, qui sont venus coloniser ces îles et faire des résidences un peu plus pérennes, ils ont introduit avec eux tous des animaux domestiques pour l'élevage, donc le bétail notamment, mais aussi des animaux domestiques comme les chats pour pouvoir contrôler les rongeurs qui étaient précédemment introduits par les premières phases de colonisation. L'introduction du chat, au lieu de faire le remède à une introduction préalable, ça a empiré la situation et il a fait qu'il y a eu 2 prédateurs introduits qui sont venus consommer les espèces natives insulaires. Ce phénomène d'introduction multiple et de superprédateur qui a été introduit pour contrôler le mésoprédateur qui est le rongeur anciennement introduit, c'est l'exemple typique des îles de Méditerranée où on a eu des chats qui ont été introduits pour contrôler les populations de rats, mais finalement ça a fait un effet du coup inverse. On n'a pas vraiment contrôlé les populations de rats. Le superprédateur, il est allé consommer d'autant plus les espèces natives insulaires, comme les oiseaux marins, sur l'ensemble des îles de Méditerranée. Finalement, à cette problématique des prédateurs introduits dans les îles, on trouve peu à peu des solutions de restauration de l'écosystème. Donc depuis plusieurs décennies, des programmes de restauration se font jour pour piéger ces espèces, les capturer, les enlever du système. Parfois même on les euthanasie pour retrouver l'écosystème natif de ces îles avec les fonctions écologiques particulières qui sont vraiment indispensables au maintien de la biodiversité à l'échelle planétaire.